désigné 8 objectifs, dont les plus significatifs étaient de diagnostiquer le cadre juridique et institutionnel de lutte contre les pratiques de corruption dans le secteur extractif sous l'angle des risques de vulnérabilité à la corruption, de proposer un dispositif de détection et de gestion ou d'atténuation des risques de corruption, aussi bien dans les conditions d'octroi des titres miniers et hydrocarbures que dans la répartition des richesses qui en proviennent, de définir le rôle des collectivités territoriales concernées pour une exploitation optimale des ressources minières au profit exclusif des populations, et de proposer des réformes de la législation du secteur extractif pour une meilleure prise en compte de la lutte contre la corruption. Mesdames et messieurs, la séance qui nous réunit ce matin a donc pour vocation de susciter l'appropriation des résultats de la dite étude qui a été réalisée par un groupe restreint d'experts mandatés par le comité scientifique mis en place à cet effet. Le contenu du rapport, très rapidement, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a vu qu'au niveau mondial, les pays qui sont riches en ressources naturelles sont généralement des pays qui sont confrontés à des défis de corruption dans le secteur des ressources naturelles. Et ici, ce qui est relevant, c'est qu'on a noté que la corruption intervient sur tous les éléments de la chaîne de valeur. Quand on parle de chaîne de valeur ici, c'est d'abord au niveau de la décision d'extraire la ressource, au niveau de l'attribution des contrats, pour ce qui est également du contrôle des opérations, mais l'aspect aussi le plus déterminant, c'est la collecte des revenus, c'est-à-dire l'argent qui est généré dans le secteur. Et bien même, on a précisé que la corruption pourrait intervenir aussi au niveau des dépenses sociales, au niveau des dépenses économique, mais tout ce qui est aussi l'affectation des revenus à des dépenses publiques. C'est pour vous dire que cette étude a voulu déjà présenter ces vulnérabilités-là. Par exemple, quand on prend la question de l'octroi des titres miniers, l'une des vulnérabilités souvent, c'est qu'il peut y avoir des failles dans la législation qui ne prévoient pas l'absence d'appel à concurrence, c'est-à-dire comment on attribue le titre, est-ce que c'est par appel d'offres ou par négociation directe. Mais la pratique a montré que c'est l'appel d'offres qui sécurise mieux justement ce qu'on appelle l'activité. Il y a aussi un autre point de vulnérabilité qu'on appelle l'opacité des bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire si on ne connaît pas les personnes qui tirent bénéfice directement dans l'activité, cela peut justement favoriser la corruption. Donc il faut comprendre l'esprit de l'étude, c'est qu'il fallait dans un premier temps diagnostiquer le cadre juridique et institutionnel en vue d'identifier les formes de corruption, étudier les risques, mais surtout également ce qu'on appelle les causes sous-jacentes. Et au titre des recommandations, je crois que l'étude a révélé qu'il faille renforcer le cadre juridique et institutionnel en termes, par exemple, de la législation en matière de versement de pots de vin. Bon, quand on parle de versement de pots de vin, c'est est-ce que tout ce qui est versement de l'argent dans le secteur et qui n'est pas encadré par la législation peut être en tout cas considéré comme tel. Et on a vu il y a des pays qui aujourd'hui de plus en plus interdisent systématiquement le versement de pots de vin dans l'industrie. Et donc il est important que notre pays améliore la législation sur ce point-là. L'autre aspect aussi, on a précisé qu'il faut au moment par exemple de l'attribution des droits minéraux qu'on puisse identifier systématiquement les personnes physiques, pas les personnes, j'allais dire les personnes morales, mais les personnes physiques. Est-ce que c'est Modou Ndiaye qui est véritablement propriétaire de telle société?